Salut Marwan, Salut Pablo. merci d'avoir accepté mon invitation. Marwan, tu es prof de philosophie et tu publies Découvrir Fanon aux éditions Sociales. C'est une réflexion sur un recueil de textes de Frantz Fanon que tu as choisi. Frantz Ouais. Fanon, le penseur anticolonialiste, le philosophe antiraciste, le psychiatre, le militant. C'est comme ça que tu le définis Ouais. dans l'introduction. Pourquoi cette publication aujourd'hui, en 2022, plus de 60 ans après la mort de Fanon? Alors d'abord, le bouquin il s'insère dans une collection plus large de découvertes d'auteurs et d'autrices qui ont participé aux mouvements sociaux et révolutionnaires. Il y en a sur Max Weber, sur Beauvoir, Marx, Gramsci, Bourdieu, plein d'autres. Et là, il est sorti en même temps qu'un Durkheim. Et le but, c'était justement à l'intérieur de ces mouvements sociaux et révolutionnaires d'insérer aussi la pensée de la décolonisation et de l'antiracisme. Parce que pour moi, c'était important, enfin pour moi et les éditions sociales, on trouvait que c'était important d'introduire justement Fanon et d'introduire une personne qui a aussi apporté quelque chose à ces mouvements, mais avec parfois un regard critique sur, enfin un regard même très critique sur la pensée européenne, et avec un regard extérieur parce qu'il a montré qu'il pouvait y avoir une lutte sociale, politique, révolutionnaire, mais pas que en France ou pas que en Europe. Alors, on va rentrer tout de suite dans le dur du sujet. Je cite Fanon dans un des textes qui est présenté dans le livre. Une société est raciste ou ne l'est pas. Il n'y a pas de degré du racisme. Ouais, Je prends cette phrase tout particulièrement parce que je trouve qu'elle résonne assez fortement ouais, avec l'actualité, notamment ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale ouais. où un député du Rassemblement national a dit qu'il retourne en Afrique à un député de la France insoumise et que en gros le sujet c'était de savoir s'il avait dit à Carlos Bilongo, le Ouais, ouais. député qui est noir, ou est-ce qu'il l'a dit à propos des migrants. Ouais. Est-ce que tu penses que c'est une bonne lecture? Ah ouais, moi je pense que pour ce cadre-là, enfin pour cet exemple-là, comme pour beaucoup d'autres, Fanon il est ultra pertinent. Et en un sens, moi je trouve que enfin, les députés FN, mais pas que, enfin, ils disent en permanence que les décoloniaux, ils mènent un combat qui est censé être fini depuis 60 ans. Et en fait, eux-mêmes, ils nous montrent qu'il y a un intérêt à relire Fanon et d'autres auteurs et autrices. Typiquement, en fait, ce qui a été hyper intéressant dans cette affaire, bon, il y a un propos raciste qui est tenu à l'Assemblée nationale, très bien. Ce qui a été hyper intéressant, c'est que en fait, le débat il soit centré sur est-ce que c'est un singulier ou un pluriel, quoi. Est-ce qu'il a dit retourne E ou retourne ENT, comme si la question c'était si c'est ce noir c'est raciste et si c'est ces noirs c'est pas raciste, quoi. L'apogée de ce truc-là, c'est que quand il est, enfin pas condamné, mais quand il y a une censure à son égard et qu'il est exclu de l'Assemblée nationale pendant 2 semaines, c'est pas pour racisme. Il l'a dit lui-même en interview, il l'a rappelé en disant regardez, je suis pas raciste, ils m'ont pas traité de raciste. C'est pour, enfin l'article 70, c'est trouble à l'ordre dans l'Assemblée nationale et je sais plus quoi d'autre. Ce qui en fait lui donne totalement raison, enfin ce qui confirme totalement, comme le dit Fanon, que en fait ça va quoi. Globalement, c'est totalement acceptable de dire qu'il retourne en Afrique si c'est à propos des migrants. Dans ce cas-là, on est entre personnes bien pensantes et c'est à peu près acceptable. Donc ouais, c'est ultra problématique. Et surtout, ce qui est problématique, c'est qu'en fait, ce monsieur, il va revenir et c'est une personne, enfin, c'est un député de la République tout à fait respectable. Et en vrai, une société est raciste ou ne l'est pas parce qu'il y a plein de gens qui sont d'accord avec lui, quoi. Je pense que Fanon, il nous rappelle aussi que une grande partie des gens, et au moins les électeurs de FN, mais pas que, quand il dit qu'il retourne en Afrique au pluriel, c'est-à-dire les migrants qui crèvent, ouais, on pense pareil, on est d'accord. Donc en vrai, je pense que ce monsieur, il est révélateur de quelque chose, et Fanon, il nous montre que oui, oui, il n'y a pas de, il y a pas de degré du racisme. Et juste pour finir, Fanon, il ajoute également, il ne faut pas dire qu'une société elle est plus ou moins raciste en fonction de ce qu'il y aurait des camps de concentration, du lynchage, telle ou telle chose, parce qu'il dit ces choses-là, elles ont toujours des virtualités, elles sont toujours en potentialité de ce qui pourrait arriver derrière. Et le fait qu'on ait cette affaire et qu'une semaine après, on ait des informations sur, je sais pas, des révélations sur les secours non portés à des migrants qui appellent, c'est-à-dire en fait des dizaines de morts d'un coup, donc qui nous rappellent qu'il y a ces trucs-là. Ça prouve qu'effectivement, en fait, ces morts qui sont notre responsabilité, elles sont toujours en potentialité. Donc ouais, c'est parmi les nombreux textes qui montrent que relire Fanon, ça peut être pas mal, ouais. Dans l'argumentaire du Rassemblement national pour défendre son député, ils ont dit ah oui, mais en fait c'était qu'il retourne en Afrique parce que c'était déjà il y avait plusieurs nationalités sur le bateau qui Ouais, n'étaient pas toutes
africaine. Hein. Il y avait au moins un grand nombre de gens sur le bateau qui venaient de pays d'Asie du Sud Ouais, ouais. et du Sud-Est. Et donc, en gros, l'idée, c'était de dire, bah, on n'est pas raciste, ou en tout Non. cas, la question de la race n'est plus, de la race biologique, Ouais, ouais. n'est plus aussi centrale. C'est ce que dit Fanon aussi, Ouais. qu'en fait, le racisme, c'est pas qu'une haine à l'égard de certaines races au sens biologique du terme. Ouais, complètement. Pour moi, ça a été d'abord une de mes découvertes personnelles en lisant Fanon, et c'est pour ça que je voulais, c'est dans le texte, dans les textes 3-4 du bouquin, je voulais vraiment insister sur le fait que aujourd'hui, on aurait bien du mal à trouver des personnes racistes qui parlent explicitement de race, en fait. C'est même souvent un argument qu'ils utilisent contre les sciences sociales, qui utilisent une toute autre notion de la race comme processus social de racialisation. Et donc, les racistes, au sens large, enfin, on va dire ici l'extrême droite, mais pas que, mais en tout cas dans notre exemple l'extrême droite, vont jamais parler de race, ou très rarement peut-être entre eux, ils vont jamais, enfin les figures politiques, on va jamais les entendre dire ça explicitement. Par contre, on va avoir Zemmour qui va débarquer à Toulon au moment de l'arrivée d'un bateau en disant il y a notre civilisation qui est en péril, il y a notre culture, il y a un mode de vie, une manière d'être qui est en péril. Et Fanon, il nous montre que justement on passe d'un racisme biologique qui devient plus trop acceptable à partir de la Seconde Guerre mondiale, de ce qu'en ont fait les nazis, à un racisme culturel qui est beaucoup plus acceptable. Parce qu'on a le droit de dire ces gens-là, ils vivent pas comme nous, ces gens-là, ils sont une menace pour notre façon de vivre, sachant que ces gens-là, globalement, ça renvoie à des groupes racisés très précis. L'exemple assez simple que les gens rétorquent régulièrement à Fanon, à Zemmour, pardon pour le lapsus, c'est de dire bah ça te gêne pas quand c'est les Ukrainiens quoi. Et Zemmour, pour le coup, il assume complètement. Enfin, Zemmour et les autres, ils disent complètement, bah oui, oui, parce que les Ukrainiens, ils sont moins différents, quoi. Ils ont notre mode de vie. Donc, en fait, on peut ponctuer ces trucs. Enfin, ouais, séparer un peu quand il y a un bon et un mauvais racisme. Et le racisme culturel, il est grave accepté dans notre société, quoi. Tout le monde comprend à peu près ça. Est-ce que, enfin, par rapport à tout ce que tu viens de dire, est-ce que tu considères que en 60 ans ou en 70 ans, entre le moment où Fanon a produit ses textes et aujourd'hui, il ne s'est rien passé en fait sur la question des luttes antiracistes ou de l'évolution de notre société? Puisque tu as l'air de dire, et c'est vrai qu'à la lecture des textes et des analyses que tu en fais, on a l'impression que notre société est à peu près la même, est confrontée à peu près au même problème, enfin, et de taille, et on se dit, merde, pendant 70 ans, il y a donc toutes les luttes antiracistes Ouais. qui ont existé, elles ont échoué. Alors, je pense qu'il faudrait d'abord étudier très précisément ce que disent les témoignages et les expériences de personnes racisées aussi et les comparer avec ce qui a pu se faire à l'époque. Non, évidemment qu'à mon avis, il n'y a pas rien qui s'est passé. Je pense qu'en beaucoup d'aspects, la société française est restée la même. Évidemment, les décolonisations, elles ont fait que les dominés, les personnes sur lesquelles on exerce un discours, c'est plus exactement les mêmes parce que maintenant, c'est des personnes qui sont directement ici. En revanche, il est quand même certain que certaines choses, certains discours racistes ont dû justement changer un peu de tournure. Et aussi un truc assez simple que l'extrême droite oublie, c'est que les cibles ont changé. Il y a 70 ans, il y a 80 ans, il y a tout un tas de personnes qui étaient européennes, mais qui étaient considérées comme, alors pas d'une autre race, mais en tout cas des personnes qui n'étaient pas acceptables. J'en discutais avec quelqu'un qui bosse sur l'extrême droite, les Portugais, les Italiens, les Polonais pouvaient tout autant être la cible de l'extrême droite, évidemment. Évidemment les Juifs également. Aujourd'hui, ils ont tendance, en tout cas l'extrême droite insérée politiquement, à être beaucoup plus prudents sur certaines de ces personnes, même s'ils en pensent pas moins par ailleurs. Après, je pense que l'une des forces, à mon sens, des groupes racisés, dominés, notamment des quartiers populaires et des banlieues, ça a été de plus se politiser pendant les, je sais pas, 30-40 dernières années. Non pas qu'elle l'était avant, mais en tout cas, notamment l'insertion sociale des descendants d'immigrés a fait qu'ils ont quand même pu, alors j'ai pas envie de dire être plus médiatisés, être des belles figures politiques, parce que ça c'est un peu n'importe quoi, mais en tout cas il y a des mouvements qui s'organisent, il y a un antiracisme en France qui est présent, il y a des collectifs, évidemment le collectif Justice pour Adama est l'un des nombreux exemples, mais ça montre quand même qu'il y a ces choses-là, et surtout ces collectifs, ils se nourrissent de la pensée décoloniale, et ils montrent comment elle peut être encore utilisée, comment elle peut encore nourrir et informer notre société, quoi.
des figures comme le collectif pour Adama et plein d'autres sont des personnes qui se nourrissent de cette pensée. Donc Alors, non, il n'y a pas rien eu. Non. mais justement, Fanon était un grand militant anti-colonial, comme tu l'as rappelé. Est-ce lorsqu'on lit les textes de Fanon, quelle actualité? On n'est plus au même moment en fait de la colonisation qu'à l'époque de Fanon, où il était lui dans les processus de décolonisation Ouais. au tout début, où la France était encore une puissance coloniale Ouais. au sens le plus littéral du terme. Ouais, bien sûr. Aujourd'hui, elle l'est bien sûr toujours, mais les modalités ont changé. Ouais, bien sûr. Est-ce que Frantz Fanon est toujours pertinent pour analyser les mécanismes de néocolonisation qui sont des mécanismes de colonisation actuels? Ah bah oui, complètement, parce que Les damnés de la Terre, il l'écrit autour de 1960 et ça sort en 61. Et en fait, quand il écrit ça, il y a déjà tout un paquet de décolonisation qui ont eu lieu dans les années 50, au milieu des années 50. Et Fanon, il emploie déjà le terme de néocolonialisme dans Les damnés, donc pour désigner tout un tas de choses qui aujourd'hui, en fait, sont des choses avec lesquelles on s'est plutôt accommodé. Il parle déjà à l'époque du tourisme sexuel de la part des Européens qui vont ailleurs. Il parle évidemment déjà des bourgeoisies nationales qui ont pris le pouvoir à la suite de la décolonisation et qui en fait se sont nourries de la corruption, du pouvoir de l'armée et qui ont en fait réinstauré le même système d'exploitation et notamment d'exploitation capitaliste. Il parle déjà évidemment de l'expropriation et du pillage des ressources nationales pour les emmener vers l'Europe et les États-Unis. Donc en fait, à mon avis, il y a la même chose. Évidemment que ça passe pas par une présence politique, militaire sur place, quoique parfois si. Mais quand bien même ce serait pas le cas, quand bien même il y aurait pas cette présence, il y a quand même beaucoup de ces modalités qui se retrouvent. Donc ouais. Il y a un texte que tu as sélectionné qui revient sur la question du voile. Ouais. Je te lis une citation de Fanon. Le rêve d'une totale domestication de la société algérienne, puisqu'il parle en l'occurrence de l'Algérie, à l'aide des femmes dévoilées et complices de l'occupant, n'a pas cessé de hanter les responsables politiques de la colonisation. C'est vrai qu'en lisant cette phrase, on a l'impression en fait qu'on parle d'aujourd'hui. Ouais, ce texte, moi, la première fois que je l'ai lu, j'étais vraiment, je suis tombé, quoi. Je me suis dit, mais c'est quoi ce texte complètement fou? Fanon, il écrit, je crois, en 57 dans un livre qui s'appelle L'enceinte de la révolution algérienne. Et c'est un très bel article qui s'appelle L'Algérie se dévoile, que je recommande à tout le monde d'aller lire. Il fait une trentaine de pages, mais vraiment, il est très simple. Et Fanon, il décrit l'obsession du pouvoir colonial français pour le voile des Algériennes. L'obsession déjà avant la guerre de décolonisation, donc 54-62, et notamment pendant cette guerre. Il montre qu'en fait, il y a une raison simple derrière cette obsession, qui est que le voile, quand vous voulez identifier un groupe comme étant un groupe, quand vous voulez identifier qui sont les Algériens, qui ne sont pas les Algériens, le voile, pour les femmes, c'est le truc très très simple à identifier. C'est un objet, vous comprenez qu'elle, c'est pas une européenne, et donc ça va très vite devenir un espèce de symbole de revendication politique, que c'en soit une ou pas, en fait. Que les Algériennes aient une revendication nationale, religieuse ou pas, si elles portent le voile, c'est qu'elles en ont une, un point, c'est tout. Et du coup, il y a derrière ça une obsession. Et Fanon nous dit donc que du coup, on donne à ça un contenu politique, on lui donne évidemment un contenu religieux, alors que parfois c'est juste un voile traditionnel, parfois c'est un voile de deuil, ça peut être tout un tas de choses. Et en plus de ça, on va lui donner, il y a aussi pour Fanon, qui est psychiatre, donc qui analyse le rêve de ses patients et patientes, il y a aussi une connotation érotique très très forte, parce qu'il comprend que chez les Français et dans les politiques coloniales, il y a un désir hyper fort de dévoiler l'Algérienne, un désir hyper fort d'arracher ce voile. Il raconte que par exemple chez les tortionnaires que lui il a eu en patient en psychiatre, en psychiatrie, à chaque fois qu'il y a un rêve de viol, il est précédé d'un rêve de dévoilement. Il raconte évidemment toutes les cérémonies de dévoilement qui ont eu lieu en Algérie à cette époque-là, qui moi m'ont beaucoup rappelé tous les trucs qu'on essaye d'organiser en France, quoi. Je veux dire, pour le coup, désolé, on parle des mêmes, mais il y a à peu près un an, on avait Zemmour et Morandini qui interpellaient une femme voilée en lui disant vas-y, enlève ton voile, enlève ton voile. Il y a à peu près un mois et demi, on avait des Françaises, place de la République, qui enlevaient leur voile comme si elles avaient porté le voile et que d'un coup elles s'émancipaient du jour au lendemain. Et elles le brûlaient. Ouais, elles le brûlaient, donc on se dit mais du coup est-ce qu'elles portaient le voile avant ou est-ce qu'elles ont juste acheté une écharpe pour l'occasion? Enfin, il y a un truc assez chelou là-dedans. Et il y a vraiment cette espèce d'obsession française pour la libération des Algériennes ou des femmes voilées selon nos critères de libération.
Pour le coup, ce texte, il rend assez triste et pessimiste parce qu'on a vraiment l'impression que cette obsession, elle a pas changé, quoi. Ah, après, on peut quand même considérer, parce que c'est vrai qu'à la lecture de ce texte, moi aussi, je suis un peu tombé de ma chaise en me disant merde, putain, c'était il y a plus de Ouais, 60 ans. vraiment. Euh, mais après, on peut quand même aussi imaginer que des femmes se dévoilent et en fassent un acte politique pour elles-mêmes. Ouais. Que ça soit pas forcément du Ah ouais, fait ouais. de l'occupant, du blanc ou du Ah ouais, dominant, ouais, bien sûr. en fait, qu'elles se dévoilent. Ouais, ouais, bien sûr. Comme ce qui est en train de se passer, par exemple, en Iran. Ouais, bah, ouais, ouais, tout à fait. Moi, Les femmes qui se dévoilent en Iran, elles le font pas sous pression des Occidentaux. ouais, et elles le font pas parce que CNews est venu Exactement, est venu les filmer à filmer. ce moment-là, quoi. Ouais, moi, à mon sens, c'est ça toute la différence. Et l'intérêt vraiment de Fanon, c'est ce que j'ai voulu montrer dedans, c'est qu'en fait, il historicise le voile. Il montre que le voile, il a une situation historique très précise et il prend un sens dans certains contextes. Et typiquement, le voile en Algérie en 57, premièrement, c'est pas le voile en Algérie en 2020. Deuxièmement, c'est évidemment pas le voile en France en 2022, en Iran, etc., etc. Et il y a autant de combats politiques qu'il y a de situations historiques et politiques concrètes, quoi. Une Iranienne qui a envie de retirer son voile dans un État. Enfin, moi, pour avoir été en Iran, j'ai vu des Iraniennes retirer leur voile dès qu'on n'était pas dans des situations de contrôle de la police. Et enfin, évidemment qu'elles se sentaient libres, elles se mettaient en short et elles passaient un bon moment. Ça n'ôte rien au fait que si l'État français il se met à contrôler le corps des femmes musulmanes en France, si des médias se mettent à projeter leurs caméras sur des femmes, il y a tout autant de contrôle dans un cas que dans l'autre, quoi, à mon sens. L'idée, c'est quand même toujours la même. Il y a des figures politiques, en général des hommes, qui vont dire à des sujets politiques, en général des femmes, ce qu'elles doivent faire de leurs vêtements, quoi, en gros. Dernière question, c'est sur la question de la politisation des masses. Tu as commencé en disant en présentant Fanon comme un révolutionnaire ou comme au moins partie prenante d'un mouvement de révolution. Ouais, Dans un texte que tu as appelé Politiser les masses, ouais, je te lis ce que dit Frantz Fanon. On croit souvent, avec une légèreté criminelle, que politiser les masses, c'est épisodiquement leur tenir un grand discours politique, alors que lui pense au contraire, et il reprend les mots de Césaire, qu'il faut plutôt inventer des âmes, ouais. plutôt que de leur tenir des grands discours. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Alors ça veut dire deux choses. Ça veut dire à la fois une chose très très abstraite et aussi une chose, des choses beaucoup plus concrètes. Sur le plan abstrait, ça veut dire que la politisation pour Fanon, c'est d'abord un état d'esprit et c'est d'abord un certain idéal politique. Alors là, vraiment, je peux inciter les gens à aller lire la conclusion des damnés de la Terre. C'est d'abord avoir un certain rapport à l'humanisme et se dire qu'il faut, pour politiser les âmes, il faut d'abord croire en l'être humain et croire que les individus sont capables de décisions politiques, sont capables de s'intéresser à la vie politique. Donc Fanon, pour moi, c'est d'abord quelqu'un qui pense que les gens ne sont pas indifférents à leur sort et ne sont pas incapables de décider de leur avenir. Donc ça, c'est pour la partie un peu philosophique ou abstraite. Et ensuite, très concrètement, dans le cas de la révolution nationale algérienne, c'est en fait tout un tas de processus politiques, sociaux, économiques auxquels Fanon a un peu assisté en 58-59 et qui sont pour lui des embryons de ce qu'il pourrait y avoir après. Typiquement, le fait de... Alors Fanon, il prend des exemples hyper simples dans les damnés de la Terre, il dit, alors déjà, ne plus avoir une seule grosse capitale, ou alors avoir deux capitales, décentralisation du pouvoir. Il dit, il prend l'exemple des fonctionnaires, il dit, il ne faut pas que être fonctionnaire à la campagne, dans les campagnes algériennes, ce soit quelque chose de dégradant, il faut que ça soit valorisé économiquement, symboliquement. Il prend l'exemple de décisions locales que des groupes en Algérie ont prises sous le conseil d'experts. En gros, il y a des experts économiques, agricoles qui venaient apparemment dans ces coins-là, qui soumettaient certaines de leurs idées à ces groupes, mais c'était toujours ces groupes qui prenaient ces décisions. Donc il y a toujours l'idée qu'en fait les gens, quand on les informe, quand on les mobilise, quand on les sensibilise à ces choses-là, le peuple peut s'élever, contrairement à l'idée que le peuple, il faudrait l'orienter, le guider. Fanon, à mon sens, c'est quand même un idéaliste, mais au sens positif du terme. C'est pas un idéaliste qui a pas les pieds sur terre, sachant que pour le coup, il a été membre, il a été partie prenante de cette révolution. C'est un idéaliste au sens où il croit que les êtres humains, ils sont capables d'agir dans ces choses-là et vraiment de s'engager en politique, mais pas au sens d'être des politiciens, quoi. J'ajoute à ça que malheureusement, l'histoire de la décolonisation algérienne, au moins, lui a un peu donné tort. Parce que pour le coup, il n'y a quand même pas eu ce processus démocratique. Il y a eu parfois des moments, des tentatives de nationalisation, de mise en commun de certains biens publics, mais
ça a été complètement éclipsé par ce qu'il avait aussi très bien anticipé, à savoir un pouvoir de l'armée et de la bourgeoisie nationale. Et du donc pouvoir aussi extérieur, enfin, Ouais, voilà, les et le forces pouvoir de étrangères, l'extérieur. Ouais, je veux bien dire, sûr. un contexte international Ouais, un ouais, peu ouais. complexe. Donc, comme il décède en 61, il voit pas trop ça. Mais ouais, du coup, il y avait quand même un bel idéalisme avant. Eh ben, merci beaucoup, Marwan. J'espère que je recommande à tout le monde chaudement non, mais cette lecture, parce que c'est Merci. vrai que pour comprendre le monde actuel, le monde dans Ouais, lequel on vit, c'est quand même particulièrement pertinent de le lire aussi avec les lunettes de Frantz Fanon. ouais, carrément. Bah, merci à Merci toi. beaucoup, Marwan.